Donc je suis RH de métier, de vocation, RH de proximité. J'aime l'humain et je me passionne au quotidien pour le côté humain. J'ai pratiqué des entreprises différentes de tailles diverses et variées dans différents marchés, à la fois sur différentes régions en Asie, aux États-Unis ou en Europe, et donc différents secteurs, et plus récemment, notamment dans une French Tech connue du marché français et qui est en pleine phase d'expansion et en plein développement. Ravi du coup d'aborder ensemble ce thème de l'organisation apprenante. Oui. Est-ce que déjà pour commencer, tu nous en dirais un peu plus sur toi, quelle serait ta définition et qu'est-ce que tu entends par le côté organisation apprenante? Sur le sujet de définir ce qu'est le sujet, en fait, il faut tout d'abord cadrer le fait qu'on a tous une vision plus ou moins différente d'un sujet qui est assez large et varié. Et donc, en fonction du contexte de l'organisation, en fonction de ce qu'on vit au quotidien, les choses peuvent se définir de façon assez différente. Mais il y a une définition assez commune que l'on peut prendre, qui est en fait que l'organisation apprenante est une entreprise qui encourage l'apprentissage continu de ses membres, et qui permet aussi donc de s'adapter de façon simple et rapide à tout contexte de changement et d'évolution. Ouais. Donc à ça, je voudrais rajouter qu'en fait, il faut toujours se dire, le monde aujourd'hui était clairement différent, on vit tous une transformation avec une rapidité fulgurante. Le monde est VUCA, donc clairement volatile, incertain, rappelons-le, et complexe et ambigu. Et dans ce contexte-là, les temporalités, je pense, ont changé. Donc on a une référence au temps qui est différente, et il faut s'adapter constamment. Et donc cette adaptation, pour les entreprises, passe par ce concept d'organisation apprenante. Et d'apprenance. Donc, lorsqu'on met ce sujet-là sur la table, en fait, il faut parler de la création, de concept de création, d'acquisition et de partage de connaissances, et finalement de promouvoir une culture constante de l'innovation et de l'amélioration continue. Donc l'idée, c'est quand même que l'entreprise soit force de proposition et qu'elle fournisse en fait ce cadre d'apprentissage. Tout à fait. J'allais dire de pousser plus particulièrement cette montée en compétences et du coup en expertise, très probablement aussi. Il y a un engagement fort à tous les niveaux, effectivement, d'organisation. Il faut et je dirais au moins à 3 niveaux. Alors on va les définir comme étant des niveaux individuels, si on doit tous se mettre finalement dans l'ensemble des parties prenantes au sein de l'organisation. Les collectifs de travail, et donc ça demande aussi un engagement supplémentaire, et un engagement à un niveau organisationnel. Donc sous-entendu aussi, les directions générales doivent s'impliquer, être aussi engagées et incarner finalement cette capacité à être en constante évolution. Et lorsqu'on incarne le sujet, finalement on le fait vivre, on l'anime, on le facilite, et on le met en vibration. J'aime parler de concept de vibration organisationnelle, et cette vibration organisationnelle donc anime toutes les parties prenantes. Donc en fait, il y a 5 éléments clés sur la question de l'organisation apprenante. Il y a, on y reviendra peut-être sur ce qui a été écrit dans les années 90 par Peter Senge. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins le concept de la 5e discipline. Et donc les 5, on va dire, concepts clés tournent autour de l'apprentissage en équipe, d'une vision, on va dire, claire et partagée par tous au sein de l'organisation. On parle aussi finalement de changer les concepts mentaux, en tout cas de s'y adapter. Ça veut dire challenger le statu quo, challenger les façons de faire. Il y a et surtout cette approche de la pensée systémique. Donc c'est finalement de dire que lorsqu'on regarde les choses de façon holistique, la transformation continue s'opère plus facilement, plutôt que de regarder les choses individuellement ou de façon isolée et par à coup. Donc en fait, ces concepts-là permettent aussi d'engager finalement l'entreprise dans son ensemble sur ces sujets. Donc du coup, elle devient plus adaptable, plus résiliente et plus en capacité de s'adapter à des concepts, à des environnements très changeants, et donc de devenir plus rapide finalement. D'en tirer des bénéfices quand même assez concrets par rapport au business. Ok. Et justement, micro-question, à ton avis, tu vois la formation comme plutôt un investissement ou un coût? C'est-à-dire que on dit souvent qu'il faut investir, alors de manière générale, dans les outils, dans la structure de votre entreprise. On dit également qu'il faut investir et miser sur les talents. Est-ce que pour toi, formation, c'est un investissement ou un coût? Géniale question. Merci Camille, parce que j'ai un avis très 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 marqué sur sur ce sujet. Je pense qu'effectivement, tant que les organisations aujourd'hui n'évolueront pas dans leur raisonnement, c'est-à-dire de voir l'humain finalement comme un OPEX uniquement, et donc un coût, et qu'on n'aura pas changé ces mentalités, qu'elles soient organisationnelles ou de tous ensemble travailler vers une évolution du regard porté sur l'humain.
donc sous-entendu de passer sur une notion de CAPEX, on n'arrivera pas non plus à aller trop loin. Alors certaines organisations le font mieux que d'autres, certes. Ça devient aussi peut-être plus facile pour certaines organisations de grande envergure de faire bouger les mentalités. Mais en tout cas, j'en suis convaincu, et comme tu me poses la question, je pense qu'il faut se donner les moyens de dire qu'on réfléchit, ou en tout cas on raisonne en termes d'investissement. Et d'investissement sur l'humain pour permettre d'aller plus loin sur la capacité à déployer finalement des pratiques innovantes, puisqu'il s'agit surtout d'innovation, de faire différemment, de faire mieux, et toujours dans cette posture. Je pense qu'il y a une notion de posture et de culture d'apprentissage. Donc il y a deux mots-clés ici, je pense, à retenir, à la fois la culture dans son ensemble d'entreprise, sur la capacité à être en apprentissage continu, à l'ancrer dans les pratiques, à l'ancrer dans le quotidien, mais il y a aussi une posture et qui donc se décline au niveau des managers, se décline au niveau des leaders, se décline au niveau de l'individuel, et donc tout ça se met en mouvement. Voilà. Pour qu'aussi, très probablement, cet investissement, il n'est pas juste vu en perçu comme un court terme. Je suis persuadée qu'un collaborateur qui sent qu'on investit sur lui, c'est-à-dire qu'on est en train de miser sur le développement de ses compétences, il va avoir beaucoup plus de facilité à s'inscrire dans le plus long terme, dans cette entreprise, que si on le voit vraiment juste comme un coup en disant, bon, on n'est pas sûr qu'il soit là dans 2 ans, allez, on mise pas sur lui, je veux dire, ça nous coûte trop cher, on fait fi de la partie apprentissage. Oui, je comprends ton point, et je pense que je suis complètement en phase avec ça, d'autant que ces dernières années, on a vu, et un sujet qui nous tient à cœur tous en tant que RH, c'est que l'ancienneté moyenne des salariés, finalement, dans beaucoup d'entreprises, a baissé drastiquement. On était encore, quelques années avant le Covid, à 7 ans d'ancienneté moyenne, et on est tombé assez rapidement à 3, et je crois que les effets se réduisent. Alors, sans parler de toutes les entreprises, mais quand même certaines, et en fonction de leur activité, font face à ce problème. Donc aujourd'hui, finalement, comment redonner le pouvoir finalement aux uns et aux autres collaborateurs de se projeter dans un futur qui a du sens, parce que je pense que c'est ça, c'est la capacité d'une entreprise à expliquer les contextes dans lesquels elle travaille et redonner du sens aux choses. Et là, ça inscrit dans la durée et ça donne les moyens, ou en tout cas ça donne l'envie de s'engager. Et je parle d'envie parce que je pense qu'il y a aussi une notion d'énergie dans ce sujet de l'apprenance. Il faut, j'aime à dire des fois qu'il faut agir avec envie et avoir envie d'agir, et le sujet est vrai pour l'apprentissage. Il faut avoir envie d'apprendre, il faut apprendre avec envie. Et ça je pense que ça décuple le potentiel, et donc ça donne une dimension nouvelle et différente aux salariés pour se projeter dans un avenir plus long, ou en tout cas plus décidé, et plus en capacité de dire, voilà, je suis partie prenante et donc je m'engage, ce qui est pour moi aussi une différence entre l'implication et l'engagement. Tout à fait. Voilà. Super. Et aujourd'hui, dans un contexte qui est quand même assez costaud, on y reviendra peut-être à la toute fin, mais on parle beaucoup aujourd'hui de cette capacité à apprendre. Si en effet l'environnement n'est pas force de proposition, ne permet pas justement, alors sans dire de rythmer un apprentissage certain, mais je suis persuadée que les environnements qui vont être assez force de proposition en termes d'apprentissage vont peut-être plus facilement prendre ce virage, au-delà des nouvelles technologies peut-être de l'IA, qui va accélérer ces apprentissages, ou du moins favoriser l'accessibilité à beaucoup de ressources, beaucoup de contenus, qui ne nécessiteront plus d'apprentissage, je m'entends. Un collaborateur plus junior aujourd'hui, tu lui mets un chat GPT dans les pattes, je suis assez persuadée qu'il n'aura pas très envie d'apprendre à apprendre. Et donc, comment s'assurer que demain les entreprises sont aussi moteurs de ces volontés et ces désirs d'apprendre, c'est-à-dire que tu aurais dans ton audience que des collaborateurs qui sont munis d'IA, que ce soit ChatGPT ou un autre outil d'IA générative. Ils n'ont plus besoin d'apprendre, en fait. Ils ont déjà tout sous la main. À la rigueur, ils ont besoin d'avoir ce regard critique, cette capacité d'analyse de ce qui va être fourni. Mais comment, j'allais dire, est-ce que tu penses que ces organisations qui sont déjà force de proposition sur la partie apprentissage prendront mieux le virage que les autres ? Je pense que tu mets l'accent sur, déjà en commençant sur la notion de force de proposition. Il y a clairement une double responsabilité. Il y a un engagement donc au niveau de l'organisation pour être en capacité de donner les moyens, donner l'envie, donc j'allais dire de dégager des espaces-temps. Il y a une nécessaire aussi notion d'acculturation au sujet pour s'approprier la question de l'apprenance. Mais l'inverse est vrai finalement pour n'importe quel collaborateur salarié qui doit s'engager aussi dans cet effort, on va dire, collaboratif. Donc là, il peut,
on doit tous finalement être force de proposition sur ce sujet. Donc l'exemple de l'appropriation d'un outil, je pense qu'aussi passe par le nécessaire exercice d'expérimentation, avec les implications que ça peut avoir des fois d'échecs, ou en tout cas d'échecs ou de sentiments de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir, et peut-être être aussi des fois dans l'interdit, comme tu le disais, l'IA avec ses quelques travers, fait en sorte aussi de peut-être d'être bloqué, ou en tout cas certaines entreprises se trouvent confrontées au sujet de l'éthique de l'IA, de la bonne pratique de l'IA. Donc en fait, l'accompagnement doit se faire à tous ces niveaux pour dire que l'engagement du collaborateur est propre à sa vision, mais elle doit être partagée finalement avec la vision de l'entreprise, et tout ça s'intègre et se consolide pour aller ensemble. Et je reviens sur ma petite notion de vibrance organisationnelle, pour aller ensemble vers finalement des pratiques récurrentes d'apprenance et de ne plus avoir peur. L'expérimentation, l'innovation, la capacité à apprendre par l'échec. Peut-être qu'on peut citer un exemple très quotidien de ce qu'on voit notamment sur une belle société américaine, SpaceX, sans la nommer, enfin en la nommant un petit peu. On peut être un peu fan ou pas fan de son dirigeant, mais en tout cas, l'apprentissage qu'ils ont, c'est d'apprendre par l'échec et d'aller ensemble se féliciter finalement des échecs collectifs. Des étapes en fait franchies. Des étapes franchies, et pour aller plus vite et encore plus rapidement vers un succès commun. Donc pour moi, c'est des exemples en fait, et une fois de plus de par différentes tailles d'entreprises, mais d'engagement fort, d'être en capacité pour les sociétés et pour toutes les parties prenantes d'être dans cette dynamique-là. Je pense que ça, c'est important à prendre en compte. Et est-ce que tu penses que c'est une question de culture d'entreprise, ou également aussi de capacité à collectivement, créer ces étapes. Je m'entends dans les organisations comme dans l'univers de la tech et des petites entreprises, que ce soit des startups ou des scale-up. Je suis assez convaincue que c'est un des rituels qui est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on essaye et on tend vers une accélération de la croissance assez forte en peu de temps. Donc on se doit de rapidement statuer si on est sur plutôt le bon chemin ou le mauvais chemin, et donc il faut tester et statuer assez fréquemment, et tout ça dans une dynamique continue. Donc ce côté apprentissage et ce processus, quasi infini de je teste, je vois, j'apprends, je repars, je prends le bon chemin, etc. Donc collectivement s'embarquer dans la bonne direction. Mais cette culture-là du post-mortem, j'ai fait ça n'a pas marché, pourquoi, j'essaie de comprendre, je prends le virage, j'embarque les collaborateurs et je leur verbalise et je suis vocale sur le fait que j'ai eu un échec, que donc j'en tire quelque chose et que collectivement on va aller plus loin parce que j'ai pris le temps d'analyser ça. Est-ce que tu penses que ça relève de la culture d'une entreprise ou de la capacité à collectivement se dire c'est pas grave, testons, c'est comme ça aussi qu'on ira plus loin. Alors, comme tu le disais, je pense que c'est vrai dans beaucoup d'environnements qui sont certainement plutôt orientés techno ou des modes opératoires start-up, parce que l'agilité, finalement, est au cœur de la pratique, est au cœur du quotidien. Donc, on le fait de façon plutôt naturelle. Assez intuitif, ouais. Assez intuitif, et c'est aussi la taille de l'entreprise qui le permet, parce que tout se fait, finalement, dans des groupes de travail plutôt agiles, plutôt en bonne connexion, en collaboration constante, les communications sont plutôt fluides. Effectivement, il y a des tailles critiques qui mettent un peu des bâtons dans les roues lorsqu'on évolue sur ce sujet-là. Et justement, sur les tailles d'entreprise, est-ce que tu penses que ça peut être applicable dans les plus grosses boîtes? Alors, dans une moindre mesure, je pense que sur des plus grandes entreprises, c'est moins facile. Et en tout cas, la notion de culture est importante. La culturation est vraiment le sujet. Elle doit être adoptée finalement par une direction générale. Donc, ça sous-entend que la direction générale incarne finalement cette valeur d'apprentissage continu. Elle se le représente par un leadership qui doit être exemplaire, un leadership qui doit être aussi pertinent, efficace. Et quand je dis ça, ça veut dire impliqué au quotidien, porté par les managers. Porté par les managers. Effectivement, il y a un niveau supplémentaire au-delà du leader, dans son rôle de leader et de visionnaire qui accompagne à la fois le développement de son produit, de son service ou et de son entreprise, mais aussi au niveau des rythmes managériaux. Et je pense qu'effectivement, cette nécessaire appropriation d'une culture de l'apprentissage doit se faire en déclinant des engagements forts et donc de donner aussi des moyens de tester, comme tu le disais. Donc ce test, et donc du coup je vois moins finalement, où j'ai moins vécu dans de grandes entreprises, des actions comme tu disais peut-être de post-mortem, d'expérimentation ou en tout cas de phase itérative.
Et j'ai beaucoup plus retrouvé ces approches-là, et en tout cas ces méthodes plus collaboratives, dans des plus petits environnements. Donc effectivement, je pense qu'il y a une forme de tendance en fonction de la taille de l'entreprise, et je pense que c'est pas impossible dans des plus grosses sociétés, et une fois de plus, certaines sociétés anglo-saxonnes. Peut-être on peut parler sur la question de la culture de Microsoft, le patron de Microsoft qui a rejoint en 2014 la société, il s'est trouvé face finalement, un bon exemple, à une forte innovation technologique, mais à une culture particulièrement rigide. Donc les modes de fonctionnement en silo ont dû être éclatés, la culture d'apprentissage a dû être incarnée par le patron lui-même, et finalement se décliner à tous les niveaux d'entreprise pour permettre finalement de travailler en bonne collaboration. C'est à ce moment-là justement que les investissements ont commencé sur le sur le cloud computing, et aussi que tout s'est décliné sur un peu les nouvelles pratiques d'IA et comment s'engager sur ces sujets de façon plus large et plus globale. Donc il y a de très bons exemples aussi de sociétés plus larges, anglo-saxonnes notamment, qui ont bien évolué dans ce contexte-là. Et alors, comment éviter en fait cette frustration peut-être des plus grosses structures? Imaginons tu es dans ce type d'entreprise qui est quand même assez costaud. On part du principe que donc il y a des ressources, il y a beaucoup de projets, tu pourrais porter beaucoup de sujets en même temps, puisque justement vous êtes nombreux. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aussi de frustration, et comment tu vas canaliser cette frustration par rapport à une plus petite structure qui aura peut-être beaucoup moins de ressources et moins de sujets à porter en même temps, mais qui finalement aura cette capacité, tu vois, d'apprentissage continu et donc de dynamique, j'allais dire d'apprentissage global. J'aime l'idée que certains, ou certaines en tout cas dans les équipes, dans différentes tailles d'organisation, peuvent devenir des référents naturels, et donc du coup des ambassadeurs. Et finalement, porter aussi un certain nombre de challenges devant des directions qui seraient un peu moins décidées sur le sujet de l'apprentissage continu. Et par exemple, je prends l'exemple de l'incubation, finalement, au sein même de certains grands groupes, qui donnent les moyens, ou en tout cas une porte et une ouverture à devoir tester, expérimenter un certain nombre de choses, et en donnant les moyens à des petites équipes de travailler sur des projets, de travailler ensemble. Et je pense que ça ouvre un champ du possible à explorer. Donc du coup, l'exemple ensuite peut se décliner dans d'autres environnements, dans d'autres secteurs, sur d'autres marchés. Et ce sujet-là, pour moi, fait que l'entreprise de plus grosse taille a quand même au sein de sa structure des capacités à être plus agile, plus innovante et plus flexible dans ses modes de travail. Mais bien entendu, une fois de plus, on revient à un sujet assez transverse et commun sur la question de la culture. Et si certains se donnent les moyens de le faire, d'autres sont peut-être plus freinés par leurs pratiques organisationnelles qui sont un peu plus récurrentes, moins flexibles, donc du coup moins dans la mouvance. Mais l'environnement aussi, le secteur d'activité joue pour beaucoup. Bien entendu, on revient sur la question de la technologie. Les environnements techno sont beaucoup plus dans cette capacité à aller de l'avant que d'autres environnements plus traditionnels. Le secteur industriel, on peut aussi prendre les apprentissages autour des pratiques chez Toyota, notamment lorsque les sites de production sont entrés dans des phases d'amélioration continue. On donnait justement finalement à toutes les parties prenantes de challenger ce qui ne marchait pas en termes d'efficacité opérationnelle, et d'être aussi force de proposition, d'aller donc justement dans la capacité à remettre en question, challenger le statu quo, et donc d'être plus à même de prendre parti pour le bien commun de l'entreprise. Et donc aussi d'être dans cette capacité, qu'on soit une plus grosse structure, d'aller capter, j'allais dire, et prendre le pouls au niveau du terrain aussi, de ce qui peut se passer, des besoins, et en fait d'être plutôt dans cette dynamique d'aller chercher toujours sur le terrain, plutôt que nous dans les plus petites boîtes, on est le terrain, on fait remonter beaucoup de choses. En fait, c'est de faire ce mouvement un petit peu de balancier. Je pense, par exemple, tu évoquais Toyota, on travaille aujourd'hui, nous, par exemple, avec Safran. On a besoin de capturer un petit peu en continu ce qui se passe, je sais pas moi, sur une ligne de production, les collaborateurs qui sont dans des modes d'apprentissage avec des compagnons. Pareil, ils sont déjà dans cette optique d'apprentissage en continu, mais comment est-ce que tu vas superposer leur quotidien et le quotidien de tous les autres collaborateurs de telle usine, de tel centre, j'allais dire, de production, avec le reste du groupe. Ça, c'est peut-être la partie un petit peu... je veux pas dire complexe, mais un petit peu plus compliqué à concilier. Il y a un effort, à mon avis, d'écoute active et proactive à tous les niveaux. Revenir à des temps et à des espaces-temps finalement d'apprentissage, ça sous-entend aussi d'être plus dans une forme de proaction
et non pas de réaction. Donc la proactivité permet justement d'aller au plus proche des collaborateurs, d'être dans cette phase d'écoute, même si ce sont des moments dédiés qui ne sont pas finalement dans des pratiques, et en tout cas du travail au quotidien. Mais ce travail au quotidien ressort par de l'investissement qui aura permis de dégager une fois de plus des pratiques plus performantes, plus innovantes, d'aller vers un succès plus durable dans le temps. Et c'est bien ça qui fera la différence dans le temps, c'est se donner les moyens d'investir sur ces phases d'échange, de collaboration, de pratiques plus innovantes, et d'aller vers un succès plus durable. Génial. Par rapport à notre audience, moi j'aimerais que nos auditeurs repartent avec, j'allais dire un petit snack, un petit crunch de cet épisode. Concrètement, en premier pas, que tu viennes d'une start-up, d'un très grand groupe, comment est-ce que tu pourrais engager justement tes équipes dans ces processus d'apprentissage en continu? Alors un tout premier pas, et je vais me l'appliquer dans mon contexte de RH et vis-à-vis de mes équipes, je demande systématiquement aux équipes de prendre un temps justement de pause et un temps dédié, et finalement de se poser la question à la fois en face à face chaque semaine, en disant qu'as-tu appris cette semaine et comment souhaites-tu apprendre différemment. Prendre le temps de faire une rétrospective. Rétrospective de la semaine sur la notion d'apprentissage. Donc au-delà du quotidien, au-delà des tâches, au-delà des activités, et c'est sur ce sujet particulier. Qu'as-tu appris cette semaine? Pourquoi as-tu souhaité apprendre cela et comment vas-tu éventuellement le remettre en pratique. Alors ça, sur une approche que moi je considère en face à face, donc plus avec une personne en particulier, mais aussi en collectif. Donc au-delà de ça, ça veut dire finalement qu'est-ce que moi j'ai appris que je suis prêt à partager. Une fois de plus, création de connaissances, partage de connaissances, et de façon plus proactive. C'est de ne pas rester finalement dans cette posture d'attentisme. Je reviens sur la notion de responsabilité de chacun et de chacune, de se dire on est garant, je suis maître de mon développement, parce que c'est ça aussi la maîtrise du personnel, la maîtrise du développement de ses propres compétences, et finalement de se projeter dans une notion d'employabilité actuelle dans son poste et futur. Bon, en disant ça dans un métier en particulier, celui du RH par exemple, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai pu apprendre cette semaine que je peux partager avec le reste de l'équipe. Donc ça, c'est dans un contexte très pratico-pratique. Après, dernièrement, par exemple, sur des choses assez simples, dans cette société de French Tech, on se posait justement cette question autour des rythmes managériaux. Puisque les managers dans un environnement startup peut-être assez classique, une startup qui évolue vers une phase de scaling, a trouvé au fil de l'eau des managers qui sont des experts métiers et qui ont été promus managers. Mais finalement, pas forcément équipés, pas forcément préparés, pas forcément avec l'envie de manager. Donc ces rythmes managériaux doivent se mettre en place. Ça, c'est un bon exemple justement sur la notion de compétences comportementales. Et ce qui peut bien fonctionner, je pense, dans ce type d'environnement, c'est la question du mentorat. Il y a forcément une capacité à aller identifier les bonnes pratiques au sein de l'organisation, qui sont ceux ou celles qui font le mieux, et en tout cas qui démontrent que ça fonctionne au niveau de leurs équipes, d'aller s'en imprégner, d'aller comprendre comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, quelles ont été les situations auxquelles ils ont dû faire face, et finalement, le mentorat peut permettre d'avoir un petit programme assez facile, soit déstructuré, soit plus structuré en interne, pour dire, voilà, j'accompagne un certain nombre de ces rythmes managériaux où on peut décliner en interne un certain nombre de pratiques managériales qui font que une fois de plus, la culture d'apprentissage se diffuse. Et elle se diffuse plus naturellement parce qu'elle est dans le quotidien, elle est côté ritualisé. Un côté ritualisé, elle est plus donc dans l'affichage, ou en tout cas dans le fait de décréter absolument. Et elle est bien donc opérationnelle, puisque c'est finalement chacune qui se l'approprie. Donc finalement, sur des collectifs de travail, la notion classique de mentorat me semble assez pertinente pour ce type d'environnement. Mais il faut pas oublier qu'un certain nombre de leaders, ou en tout cas ce n'est pas une seule notion de PDG, il faut embarquer toute la direction générale. Et toutes et tous n'ont pas encore, ou clairement, ou pour des raisons différentes, parce qu'ils sont focus sur le business, ils sont focus sur le développement, et la notion de l'humain, et en tout cas cette capacité à apprendre en continu, ne leur parle pas systématiquement. Donc il y a un gros travail aussi pour un certain nombre d'entreprises à faire pour embarquer
les leaders et embarquer, en tout cas des fois le PDG ou d'autres membres de la direction générale vers cette motivation-là. Pour qu'ils deviennent sponsors également de cet apprentissage. Et sponsors et aussi d'incarner au quotidien, parce que finalement... Si eux-mêmes ne le retranscrivent pas, c'est difficile de, mimiquer socialement ce qu'on veut pas. Et je suis d'accord avec toi en disant que finalement, est-ce que eux-mêmes sont prêts à se développer? Exactement. Parce que de dire que les autres ont besoin de développement, c'est une chose, mais il faut d'abord aussi avoir un angle de vue qui est sur soi-même, une prise de conscience. Je pense qu'il y a une forte nécessité de prise de conscience d'un certain nombre de dirigeants dans leur capacité ou leur volonté finalement à se développer, pour que finalement ça soit aussi cet effort commun qui amènera tous les autres par l'exemple. Une fois de plus, le leadership par l'exemple me semble la bonne pratique au niveau de l'apprentissage continu. Et en tant que DRH, si je sens que j'ai besoin d'embarquer justement ma direction, quels seraient éventuellement les outils ou ressources que tu pourrais nous suggérer, que ce soit des lectures ou autres, quelques éléments concrets à repartir, avec lesquels repartir suite à ce podcast. Quelques ressources intéressantes. En tout cas, j'en suis un fervent défenseur. On parlait tout à l'heure de Peter Senge. Je vais recommander à tout le monde peut-être de se rapprocher de la Society of Learning Organization, of Organization Learning, et notamment avec leurs membres France. Donc, il existe une association qui s'appelle Sol France, on peut puiser énormément de ressources, de littérature, et ils sont aussi composés de praticiens au quotidien qui sont des experts de la transformation et des experts de l'apprenance. Donc, je pense que ça, c'est une belle source d'information pour aller regarder de plus près ce qui se fait en termes de bonnes pratiques, rattachées à son propre environnement, son propre contexte d'entreprise. Donc, Sol France. Ensuite, d'aller finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, relire peut-être pour celles et ceux qui l'ont déjà lu, ou relire la 5e discipline de Peter Senge, mais aussi d'aller chercher finalement des ressources auprès des outils. Alors, quand je dis ça, c'est de se remettre dans le contexte d'optimiser l'utilisation des LMS. Alors, chacun pourra y trouver son mode d'apprentissage, comme on est tous un petit peu différents sur ce sujet, quand, comment, avec quoi, et finalement du micro-learning. Je pense que le micro-learning a un bel avenir devant lui, et pour justement toujours continuer cette forme d'acculturation au sujet et se l'approprier. Et sur la question peut-être plus tendance de l'utilisation des outils IA, c'est justement d'aller tester, d'aller pratiquer, de ne pas avoir peur. En fait, je pense qu'il faut dédramatiser une partie du sujet. Il y a aussi une question... Se l'approprier et donc... et dédramatiser finalement les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de pourquoi je devrais aller me questionner sur ce que je fais plutôt bien. Non, justement, c'est se challenger dans cette forme d'apprentissage nouveau, de se remettre en question de façon permanente, et donc d'aller puiser finalement dans des outils à disposition pour se reposer la question. Je pense que le questionnement à la fois de soi et le questionnement des autres, permet d'avoir ces échanges plus collaboratifs et permet dans des questions de vers quoi allons-nous et redonner du sens. Voilà, on en a parlé, mais c'est redonner du sens aux choses pour que on soit transporté, on soit animé et on soit donc du coup plus engagé. Une fois de plus, cet engagement après se décline par des bonnes pratiques au sein de l'organisation, un turnover réduit, la capacité à attirer de nouveaux talents parce qu'ils savent que dans un futur plus ou moins proche, leur employabilité sera développée, décuplée. Donc on est dans un cercle vertueux, et une fois de plus, ça demande une dimension nouvelle d'engagement à un niveau organisationnel. Et j'allais même dire, tu parles d'une dynamique, j'allais dire, au sein de ton organisation, mais j'irais même plus loin, en partageant, alors, ce qui n'est pas un secret, mais le fait aussi que, en tant que RH, chers auditeurs, n'hésitez pas aussi à s'entourer, en fait, de mentors, de coachs. Tu l'as été d'ailleurs pour moi, et tu l'es toujours d'une certaine manière, puisque, en tant que bébé des RH, à côté d'un pure player comme toi, qui a fait des très grosses entreprises, vu énormément de sujets internationaux ou français d'ailleurs, et avec des typologies de complexité quand même assez musclées, je trouve que c'est aussi assez chouette comme ressource. On n'y pense pas assez souvent, mais le côté entre pairs en fait, d'échanger, de partager les bonnes pratiques. Il y a l'organisation apprenante, mais il y a aussi en tant qu'être, juste un être en capacité d'apprendre et donc d'aller plus loin. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de bébé RH ou de bébé DRH. Et justement, je n'ai jamais autant appris récemment que par les plus jeunes RH. Ça m'a vraiment formé à me déconstruire des schémas de pensée que je pouvais avoir un peu par défaut, acquis au fil des années. Et là, c'est un apprentissage exceptionnel.
Je le fais avec les équipes aussi dans mon équipe à différents niveaux, avec le feedback inversé finalement, et en posant constamment la question, quel feedback as-tu à me donner dans mon rôle? C'est pas que dans un sens, c'est pas top-down. C'est pas que dans un sens. Et en fait, ça me remet en question, ça me remet à niveau, et finalement, j'en arrive à avoir une vue ou un avis plutôt tranché sur un sujet. Et finalement à changer assez vite d'idée ou d'envie, parce que justement les équipes qui sont beaucoup plus jeunes, je me laisse embarquer. Les équipes sont sont assez convaincantes. Et donc ça, je trouve ça énorme. En tout cas, moi, j'apprécie cet engagement de tous, et je me vois encore apprendre et avoir cette capacité toujours d'apprendre, et apprendre des autres. Je pense qu'il faut pas tant apprendre pour soi, il faut apprendre des autres et avec les autres. Et donc ça, c'est notamment justement, je pense, les nouvelles générations qui ont une vue différente, mais en tout cas qui est pertinente et totalement positive du sujet. Merci Laurent pour ce mot de la fin. Encore ravi de t'avoir eu sur le podcast. Merci pour ton accueil, Camille. À bientôt. Et à bientôt. Beaucoup.